Alors, si vous restez jusqu'à la fin, en revoyant la bande-annonce des 4 Lucio Fulci, j'ai trouvé ma question pour faire gagner un DVD du Venin de la Peur, pour ceux qui restent. Soyez patients. Non, comme ça, vous savez quoi, vous gardez chacun un micro, et je vais beaucoup vous faire parler. Venez. Non, juste... non, j'ai envie de les faire parler parce que c'est eux les spécialistes, mais pour rebondir sur plein de choses, et aussi... sur notre dernière séance en compagnie de Thierry Jousse, qui m'avait confié qu'il avait été bouleversé, et j'espère vous aussi, par cette comédienne qu'on ne connaît pas très bien, Florinda Bolkan, qui porte tout le film qu'on vient de voir aujourd'hui. Et c'est rebondir aussi sur, c'est l'objet quand même de notre ciné-club, Ennio Morricone. Bon, mais ça va. Enfin, vous m'entendez? Bof? Ah bah je prends un micro alors. Non, c'était pour rebondir aussi sur le sujet du ciné-club qui est Morricone. Il a commencé par ça, puis ensuite beaucoup parlé de Lucio Fulci. Là, vous avez, ne serait-ce qu'en se penchant sur la première séquence d'ouverture du film, vraiment le concentré du style morriconien qui est ici dans ce film à la fois très dissonant, très mélodique et aussi très pop, parce qu'il y a cette période aussi un peu pop de Morricone dans les années 70. Et je rebondis aussi sur cette comédienne principale, qu'on n'est pas beaucoup, qui est brésilienne, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un casting qui est vraiment international. Je ne sais pas combien de nations représentées dans ce film qui, à la fin, parlent en italien et italien à Londres, et aussi restitué à Rome. Et Florinda Bolkan, si vous aimez Morricone, et dans certains autres films, donc il a fait la BO, évidemment, et il y a un DVD là qui est en vente, un film que j'adore, une musique que j'adore, c'est Enquête sur un citoyen de soupçon, où elle est très belle et très mal menée aussi. Bon, là, elle porte le film, du début à la fin, même s'il y a le film foisonnant. C'est pour ça que j'ai envie de vous laisser en parler. Et puis c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous passer ce petit montage de 4 films de Lucio Fulci qui est sorti il y a 2 ans, par les films Camilla, qui se suivent un petit peu dans le temps. On a qu'un peu plus espacé, un peu plus loin, c'est L'Envoi vivant, qui est plutôt en 77, mais au début des années 70 avec cela. Et si vous voulez en savoir plus, donc c'est des films qui sont sortis il y a 2 ans, qui ne sont plus à l'affiche. Mais là, j'ai un exemplaire de dernière version story, qui est le premier des 4, où on va voir qu'en fait, tous ces films se nourrissent dans leur thématique, dans leur casting. Et écoutez, je vais vous laisser la parole. Enfin, je ne sais pas sur quoi vous voulez rebondir. Et aussi, rebondir déjà sur ces films qui ont des fois des titres très différents, en français, en anglais et dans leurs titres originaux. Il y a une allusion à un moment du personnage, un tas d'épines, qui dit que sous acide, il faut y avoir des choses. Un lucha pour la télé, voilà. Un lézard avec une peau de femme, qui est un des titres, qui est le titre pour les touristes, évidemment, forcément. Chez nous, c'est le mal à la peur. Il y a eu un titre américain anglais qui s'appelle Schizoïde, où l'affiche reprend cette scène avec au milieu des chauves-souris. Et voilà, ça brasse plein de choses qu'on a l'habitude de voir dans le genre, on va dire, très large du fantastique. J'ai aussi un Blu-ray de la main. Enfin, je rebondis parce que tout ça se nourrit. C'est vrai que Fulci, il arrive, comme Argento, des gens en vidéo aussi, comme d'autres britanniques ou anglo-saxons, avec une autre façon de mettre en scène l'horreur et le fantastique. Voilà, je vous laisse un peu la parole pour en compagnie. Alors, merci Marc, je pense qu'on peut commencer sur le titre. Sur le titre, parce qu'il y a eu un autre titre en France quand il est sorti en VHS, c'était Les salopes vont en enfer, et il était sorti sous ce montage-là. Enfin, il manquait quelques minutes quand ils sont pendant le repas, quand on voit Jean Sorel casser les noix, etc. Enfin, au sens propre. Et ensuite, il était ressorti en vidéo, j'ai oublié chez quel éditeur, qu'il l'avait caviardé de scènes érotiques. Scherzo, je crois. Ouais, c'est pas étonnant, Scherzo, c'était spécialiste de ça. Il prenait n'importe quoi, il mettait des inserts érotiques ou porno, ou les deux, et il mettait un titre bien racoleur pour pas dire putassier, carrément. Il y a un titre aussi avec Carole. Oui, alors, Carole, le premier titre, parce que le film serait sorti, on a du mal à trouver
on a du mal à trouver le délai d'exploitation du film, mais il s'est sorti au début des années 70 en France sous le titre Carole. Alors, il y a des photos d'exploitation qui existent avec, on voit bien Carole en haut à droite, et la sortie apparemment aurait eu lieu dans l'est de la France. C'était pas une première exploitation. Non, il y a beaucoup de films de Fulci qui sont sortis de Lucio Fulci qui sont sortis en France, en fait, dans des zones qui étaient proches des coproductions, ou l'est de la France, parce qu'il y avait beaucoup de coproductions avec l'Allemagne. Ça, c'est une coproduction espagnole, française et puis italienne. Il n'y a pas de fond britannique dans le film, donc c'est assez surprenant parce que tout est tourné à Londres. Il y a énormément d'extérieurs qui sont tournés à Londres, comme vous avez pu voir. Les intérieurs sont tournés dans les studios de la RAI en Italie, mais en fait, il y en a très peu. Donc l'Italie, c'est évidemment la patrie d'Ennio Morricone. Ennio Morricone, à l'époque du film, travaille beaucoup aussi avec Dario Argento. Dario Argento qui est le grand concurrent de Lucio Fulci. À cette époque, ils se sont beaucoup détestés. Fulci appelait Argento la rockstar. Ça marche? Oui, ça a marché. Et le Morricone, en fait, on lui a beaucoup reproché à cette époque d'aller trop loin dans la dissonance, dans le malaise, parce que là, il joue beaucoup avec l'écho. Dans le film, il est trompettiste, donc il joue beaucoup avec la trompette pour signifier le malaise. Donc on a une espèce de personnage à chaque fois qui est là en plus et qui accompagne véritablement une bonne partie des scènes qui sont dénuées la plupart du temps de son. Vraiment, ce qu'on veut ressentir, c'est l'état mental des personnages qui est représenté la plupart du temps beaucoup par les tableaux, plus que par Non, c'est bon. Toujours sur la dissonance, effectivement. Il y a beaucoup plus, effectivement, d'expérimentation à la fois musicale et aussi visuelle, par le biais des tableaux, comme je vous le disais. Comme vous avez pu le voir, il y a les tableaux de Jérôme Bosch qu'on voit la plupart du temps, qui représentent le Screaming Popes, donc je crois qu'il y en a fait une cinquantaine, avec ces papes qui sont à chaque fois avec le visage lacéré, tiré vers le bas. Il y a certains tableaux qui sont avec des papes qui sont dans des cages. Donc la cage, c'était à l'origine le titre original du film, la Garia, et on voit bien effectivement le lit de Carole qui est sous forme de cage. Donc on a toujours cette idée de cage qui revient, l'enfermement de Carole, du personnage principal, toutes les pièces où à chaque fois elle se retrouve enfermée. Donc ça fait effectivement référence à Fritz Lang. On voit bien à chaque fois toujours le thème de la porte qui revient, la poursuite, elle cherche à s'évader, on passe toujours une porte pour aller vers une autre, donc on a à chaque fois ce cheminement mental. Il y a des escaliers aussi. Il y a des escaliers, effectivement, qui font penser à la fois au film de Richard Mark, Demain à la nuit, The Spiral Staircase, 1946. Donc ça, c'est effectivement tout ce qui nourrit la construction cinématographique du film. Et, La Maison du Diable aussi, oui. De Robert Wise en 50. Il y a cet escalier comme ça qui est totalement branlant et en fait qui amène vers nulle part. Et on en arrive évidemment à Hitchcock, avec Vertigo sur Froide, où on ne peut pas s'empêcher de penser à ça, notamment aussi avec la scène qui a été mise en place avec les bacchanales. Donc le tableau qui est au-dessus du lit, c'est le tableau d'Ali, des bacchanales, avec l'espèce d'oiseau
qui poursuit Carole et qui fait penser bien évidemment au cabinet de Dr. Edwards avec la scène de rêve et l'oiseau qu'on voit se refléter dans le sol et qui nous fait tout de suite penser effectivement à toute la vague de thrillers psychanalytiques de la fin des années 40, début des années 50, qui a été somme toute assez courte, mais en tout cas qui est beaucoup rappelée par Fulci dans le film et qui sert vraiment de construction. Et la musique de Morricone vient à chaque fois en contrepoint, soit en complément, soit en contrepoint pour exprimer tout le malaise, qu'il y a la dissonance, qu'il y a le jeu sur les échos, et ça n'avait pas du tout vu à l'époque, on lui a beaucoup reproché ça. On lui reprochait beaucoup ses travaux sur justement des expérimentations sur la dissonance, et lui-même dans un super bouquin qui est sorti en 2015 qui s'appelle Ma musique, ma vie. C'est un livre d'entretien d'Ennio Morricone. Lui-même explique que c'était à cette période-là où il a commencé à être beaucoup plus à l'aise financièrement du fait de ses collaborations avec Léon et entre autres, mais avec d'autres cinéastes. De ce fait, il a pu vraiment commencer à faire ce qu'il appelait, alors dans le livre, il fait la différence entre deux types de musique. Les musiques de film, non pas en les dédaignant comme on peut souvent le lire dans des articles, un peu faire la va-vite, il ne dédaignait pas ces musiques de film, il ne disait pas que c'était que de l'alimentaire, mais il faisait vraiment, il catégorisait, c'est-à-dire que les musiques de film, c'était les musiques de film, et il avait ce qu'il appelait, lui, des musiques, alors j'ai oublié le terme, je suis désolé, j'ai pas le livre avec moi aujourd'hui, et j'habite loin, donc j'ai pas pu regarder ce matin. C'était des musiques, alors c'était pas des musiques basiques, mais en gros, l'idée c'était vraiment que ces musiques-là, pour lui, c'était la source, ça retournait à la source de ce qu'il voulait faire en termes d'expérimentation, etc. Et dans ce bouquin, il explique que justement, ces années-là, les années début 70, c'est les années où il était quasiment le plus à fond dans cette dynamique. Et ce qui n'empêche pas, dans la musique de ce film, de s'autociter comme il l'a très souvent fait. Si vous faites attention à la scène du laboratoire avec les chiens, ce sont quasiment note pour note, c'est quasiment note pour note un des thèmes du chat à 9 queues de Dario Argento, pour lequel il avait fait la musique cette année-là, puisqu'il était en plein dans la trilogie animalière de Dario Argento, donc Lucio la piume di cristallo, c'est-à-dire l'oiseau plumage de cristal, le chat à 9 queues et quatre rouges de velours gris, voilà. C'est ce qu'on passait tout à l'heure avant la séance dans la salle. D'accord, 4 rouges de velours gris. Je ne sais plus lequel c'était en premier, l'oiseau plumage de cristal, je crois. Oui, c'est ça. On l'a dit tout à l'heure. Et des 3 films d'Argento, donc ce qu'on appelle la trilogie animalière, le chat à 9 queues, c'est celui où il y a vraiment le plus d'expérimentation. Et c'est celui où le sadisme est vraiment mis le plus en avant, y compris, alors pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vais pas dévoiler la fin, mais y compris dans le plaisir de faire le mal du méchant du film, jusqu'à la dernière image et à la dernière ligne de dialogue dans ce film, on est dans le sadisme pur, quoi. Et les dissonances de Morricone, y compris dans des films comme Les Cannibales de Liliana Cavani, qui est sorti la même année, accompagnent vraiment le sadisme sur grand écran. Et c'est très frappant de voir ce que Morricone fera après sur des films nettement plus violents, mais où il abandonnera cette expérimentation. Il réservera ça à autre chose, à l'autre branche de la musique. Voilà, c'est la musique alors de base, basique, j'ai oublié comment il l'appelle. C'est absolu, mais c'est marrant, j'ai une mémoire. Voilà. Musique absolue. Voilà, c'est tout le temps dans cette interview. Voilà. Exactement, c'est ça. Et il en parle aussi un petit peu, il est question de ça aussi dans un autre livre sur Morricone de Jean-François Manusseau, si je ne m'abuse, Jean-Christophe, pardon. Qui était notre deuxième invité. Voilà, qui est sorti au Camion Blanc, qui est un super bouquin aussi. Enfin, voilà. Et un truc dont on n'a pas parlé, c'est que aussi dans la façon de faire la musique, c'est sifflé en fait. Alors, un truc qu'il avait beaucoup décliné, et ce personnage qui prend tout une siffle, et dans la dernière séquence, il s'excuse auprès de l'héroïne de siffler, et
ça aussi, c'est un truc, quand on est sensible à cette musique. C'est vrai que moi, ce film-là, c'était un compromis à choisir avec vous, avec le PIF, puis d'un seul coup, de nous dire que c'était vraiment une musique très, très, très particulière dans sa carrière. Et le sifflement, en plus, c'est à la fois de la musique de source, de la musique extra-légétique, et c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans le film, y compris dans des motifs visuels, c'est-à-dire la Macarossa dont parle la hippie, dit ouais, quand on est sous LSD, moi je regarde l'inspecteur et je vois une tache rouge. La tache rouge, elle est au début du film, c'est aussi une manière de nous dire à nous, spectateurs, enfin, pense, hein, que dès le départ, on se moque de nous, quoi. On nous manipule de bout en bout, comme Florine Lavolcan manipule tous les hommes de son entourage, parce qu'il y a aussi ça un peu, c'est-à-dire que le film commence, on se dit bon, ça va pas être un film, voilà, une femme toute nue, classique, exploitation du corps de la femme, début des années 70, blablabla, mais en fait, elle manipule tout le monde, elle est d'un cynisme absolu, et même à la fin, on a l'impression qu'elle n'y croit pas, mais pas qu'elle ne croit pas à ce qu'elle a fait, parce qu'elle est très certainement très consciente de ce qu'elle a fait, mais qu'elle ne croit pas qu'elle ait pu être découverte par cette espèce d'inspecteur complètement idiot, ou a priori complètement idiot, qui est l'archétype des inspecteurs des Djali. Parce que dans les Djali, les inspecteurs sont, enfin les policiers sont tous complètement idiots. Il n'y en a jamais un pour rattraper l'autre. Et ça vient directement du crimi, qui vient des bouquins d'Edgar Wallace, dans lesquels les policiers étaient en général des crétins, quoi. Oui, il y a pas mal d'humour quand même dans le film, justement, avec ces personnages de policiers qui servent à rien, qui font avancer l'intrigue, mais qui foncièrement sont bêtes et sont toujours très très en retard par rapport à nous, par rapport aux criminels, par rapport aux spectateurs. Donc il y a toujours un aspect de moquerie. D'ailleurs, Fulci aimait beaucoup la comédie, parce que là c'est la troisième collaboration en fait entre Ennio Morricone et Lucio Fulci. Ils avaient fait deux films ensemble avant, mais deux films vraiment très très mineurs en 1964, I Maniaci, Maniac, et puis c'est Idoué à Sing Sing. Idoué à Sing Sing, c'est avec Franco Ecchicio, qui est un groupe voilà, qui est un duo de comiques qui ressemble un peu aux Trois Stooges, donc qui passent leur vie à être complètement perdus dans la société comme deux enfants dans des corps d'adultes. Et les musiques de Morricone étaient vraiment mineures, c'est-à-dire que je pense que dans les Maniaci, il n'y a que le thème principal, après c'est de la musique de source. Ouais, c'est très court en fait, c'est sorti Maniaci, les deux thèmes, je crois qu'il y a deux thèmes, ils sont sortis dans des compiles chez Beat, et c'est Il Doué, Vazori, la Sing Sing, c'est les deux évadés Sing Sing. La musique est ressortie il y a quelques années chez Beat aussi, qui prend un malin plaisir à exhumer des trucs qu'on n'aurait pas forcément envie d'écouter, mais qu'on va finalement acheter parce que quand on est un peu complétiste, on les veut. Voilà, je parle en connaissance de cause. Mais c'est pas désagréable comme musique. Après, c'est un peu anecdotique, ça s'inscrit dans ce qu'il écrivait dans ces années-là avant de vraiment pouvoir ce qu'il voulait. C'est de la musique au kilomètre. Oui, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, parce que là, on voit effectivement que Morricone a vraiment travaillé la musique. Il faut aussi souligner les arrangements de Bruno Nicolai, qui sont vraiment exceptionnels et qui ajoutent vraiment au malaise, qui, avec Risorto Lani, travaillait vraiment un accompagnement musical terriblement angoissant. À chaque fois, on voit qu'il pousse tous les trois vraiment vers le cauchemardesque musical, en tout cas, et qui s'y est très bien à ces films qui finalement appellent à aller à chaque fois vers l'angoisse la plus absolue. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours un problème de moyens dans ce film-là. Le producteur Edmondo Avanti avait quand même débloqué des fonds importants, même si le film n'est pas beaucoup, a eu une exploitation assez courte, donc il est sorti aux États-Unis sous le titre Silhouette, comme on l'a dit. Il avait été acheté par la grosse société American International Pictures, donc il a été vu dans les drive-in. En France, il n'était pas sorti, en Allemagne non plus. Enfin, il a eu une carrière assez faible. En Italie, il y avait une salle qui le passait le grand luxe, même si ça marchait bien, c'est pas un film qui a excessivement bien marché. De par le monde, donc c'est ça qui est vraiment étonnant aussi, c'est de voir le manque de moyens, mais en même temps quand même des moyens qui avaient été débloqués, qui étaient assez importants parce qu'il y a beaucoup de tournages en extérieur, toute l'équipe technique est extrêmement bonne, donc il y a Umbaldo Usano qui était
caméraman de Mario Bava juste avant. Il y a Luigi Kurweiler, qui était donc le chef opérateur de Elio Petri. Kuweiler, Pardon. Le chef opérateur d'Elio Petri. Et Elio Petri et M. Fucci avaient étudié ensemble à l'école Centro Sperimentale di Cinematografia. Donc il y a effectivement un gros bagage technique, hein, comme vous avez pu vous en rendre compte dans le film. Il y a beaucoup de jeux sur les miroirs, il y a beaucoup de jeux aussi d'optique. Donc à chaque fois, on a un travail qui est assez exceptionnel en termes de mouvement de caméra, de placement, de rigidité, ou alors au contraire de grande mobilité, pour refléter bien sûr la perte de sens qui fait que les personnages ne savent plus à certains moments où être, comme la scène par exemple, pour revenir au sifflement, où on a un inspecteur qui siffle. Alors à chaque fois, ce qui est assez drôle, c'est que l'inspecteur n'a pas l'air de vraiment siffler, on ne peut plus siffloter. Du coup là, c'est quasiment à chaque fois un sifflement extra-cinématographique. Et puis on a l'impression que les trois personnages principaux à ce moment-là, la caméra qui passe de l'un à l'autre via le regard, sont perdus dans leur monde. Donc là, c'est une scène qui est assez exceptionnelle pour ça. Et le sifflement renforce ça, et aussi renforce l'aspect lambien dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ça fait on pense tout de suite passer de l'autre côté. C'est pas le meurtrier. Voilà. C'est pas le ça s'inscrit aussi dans la logique des ritournelles, des gialli, parce qu'on retrouve ça chez Bava et surtout chez Argento dans Profondo Rosso. C'est vraiment l'acmé de l'utilisation de ce petit dispositif, et après ça disparaîtra lentement, quoi. Comme le cinéma disparaîtra lentement en Italie dans les années 80, je ne veux pas être méchant. Bon. Mais pour revenir à ce que tu disais, là, il y a aussi le monteur de Fulci, et on s'est demandé à quel point le montage ne suivait pas la musique. C'est-à-dire qu'on sait bien que Morricone ne voyait pas les films quasiment, il voyait très peu de films sur lesquels il travaillait. À nouveau, c'est pas, je dis pas ça d'un point de vue négatif, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas, voilà, c'est tout. Et là, en plus, en regardant le film et en voyant à quel point le montage correspond aux dissonances de Morricone, on s'est dit que ne pouvait pas, enfin, forcément le montage avait été fait à partir de la musique, ou en tout cas sur certaines scènes, forcément qu'il avait été fait à partir de la musique. Parce que c'est trop évident, ça se parle trop, ça se répond trop. Sachant que Morricone, ce film-là, il l'a probablement jamais vu. Il ne cite jamais Fulci, il a fait 3 films avec lui, il ne le cite jamais dans ses interviews, il ne parle jamais de lui, alors qu'il parle de gens comme Ava, forcément, ou Léon, etc. Mais comme Aldo Lado. Aldo Lado, c'est pas un cinéaste qui est au pinacle des cinéphiles du monde entier. Il a fait même pour lui la musique d'un film qui s'appelle Monoïde. Je suis vivant, mais ouais, je suis vivant, ça année. Il y a un film aussi avec Jean Sorel, qui est une espèce de dialogue totalement exceptionnel, qui est vraiment très très bon. Et puis surtout qu'il a vu mourir, où là vous avez une ritournelle, surtout quasiment pendant tout le film. C'est le leitmotiv du film, voilà. C'est le titre, en fait, c'est une tarentaise, il a réarrangé une base de tarentaise, et le titre de la chanson c'est Qui la vista morire, et qui l'a vu mourir, c'est Qui la vista morire, et ça revient sans arrêt, c'est un peu, dans la littérature là, il y a aussi un peu ça avec un morceau qui s'appelle Sfinga. Sfinga, c'est le morceau où on entend bien la basse et qui souligne constamment la pesanteur qui pèse comme ça. Enfin, c'est un peu mal dit, mais la pesanteur qui étreint les personnages. Et alors, honnêtement, on pense que Morricone n'a jamais vu le film. Donc, c'est pour ça que on pense que vraiment le montage a été fait à partir de la musique. Oui, ce qui est étonnant en plus dans la musique, c'est qu'on a cette basse extrêmement présente à chaque fois, qui est quand même qui est assez puissante et qui rappelle à nouveau l'atmosphère de Londres à l'époque, avec là on ne peut pas s'empêcher de penser à Bloch, bien évidemment, avec toutes les scènes de photographie, avec les différentes scènes, on a les points de vue qui s'échangent, le photographe qui prend à distance le personnage principal, quand elle est
est dans le jardin, effectivement, on pense tout de suite à Blob. Donc on a toute cette atmosphère britannique qui a vraiment infusé le cinéma à cette époque, évidemment avec Blow Up qui a eu une importance capitale, et puis aussi une espèce d'effondrement de l'Empire britannique, et puis de la fin, déjà à la fin en fait, des idées wiki, mais on sentait déjà dans Blow Up avec cette noirceur vraiment environnante. Et là, dans le film, c'est assez flagrant. En plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans un Londres quasiment désertique. C'est comme si on était dans un paysage de western tout en étant dans la ville de Londres. C'est vraiment étonnant parce qu'on est sur des grands horizons et en fait, on est à chaque fois dans des espaces mentaux qui sont dénués de tout personnage, sauf quand on a les rencontres avec les hippies dans le train, un Gaulle, ça fait véritablement penser à tous ces corps qui se rencontrent et qui sont ceux des bacchanales, finalement, là beaucoup plus romains pour le coup. Oui, c'est très terre à terre. 2 ans plus tard, il y a un film qui s'appelle La Coda dello Scorpione, la queue du scorpion de Sergio Martino. La musique, c'est Luigi Pagliani, si je ne me trompe pas. Et là, Londres est filmé comme était Londres à l'époque, c'est-à-dire grouillant, foisonnant de gens, ça court partout. Alors c'est plus le Swinging London, c'est 1973, mais les 2 visions de la ville de Londres là, sont diamétralement opposées. Fulci, c'est vraiment, comme tu dis, un paysage mental qui cherche à dépeindre avant tout, quoi. Comme dans beaucoup de ses films. C'est ça qui est assez saisissant chez Fulci, c'est qu'il a été réduit à la trilogie de l'horreur, c'est-à-dire L'au-delà, Frayeur et L'enfer des zombies, qui sont d'excellents films. Moi, j'étais resté là-dessus, en fait. C'est pour ça que je suis content de montrer ce film-là, et je te coupe. Mais quand les cartes étaient ressorties, ce que j'ai pu voir, c'était l'Enfer des zombies. Et je suis vraiment content qu'on puisse montrer celui-là, parce que c'est vrai que c'est une façon aussi de revisiter son œuvre qui est très très large. Et tout à l'heure, je remontais, c'est vrai qu'il est sorti d'une école, il était avec Bolognini aussi, il a beaucoup écrit pour Bolognini. En fait, c'est des gens qu'on n'associe pas ensemble au départ dans sa carrière. Non, mais ils sont tous passés par le Centro Sperimentale, ils sont passés, Petri, De Sica, Visconti, Léon, Bava, tous, ils sont absolument tous passés par là. Et c'est pour ça que ça, c'est aussi une clé pour entrer dans le cinéma italien, c'est-à-dire que autant le cinéma français, il y a un côté un peu, exploitation d'un côté, auteur de l'autre, les deux ne se parlent pas. Le cinéma italien, tout est toujours profondément imbriqué. Pour revenir à Bava, on en avait déjà parlé, mais Laura Beiti qui fait Théorème avec Pasolini, obtient le prix d'interprétation à Venise et appelle Mario Bava en lui disant bon, maintenant que j'ai un prix, tu peux tourner dans un nouveau film. Et elle tourne dans La Folia Rossa, c'est avant. Enfin bon, voilà, elle tourne dans au moins 2 films de Bava, dont La Baie sanglante, qui est vraiment la base du slasher. C'est le film qui a fait naître les slashers, c'est le film qui a été pompé dans Vendredi 13, etc. Il y a une porosité entre le cinéma dit d'auteur et le cinéma d'exploitation. Oui, c'est vraiment marrant parce que c'est le moment où justement on sent que Morricone et puis les auteurs comme Fulci ou comme Argento se rencontrent véritablement à la fois sur l'architecture, sur l'art et puis aussi cet espace mental qu'on peut voir dans Profondo Rosso où on a cet assassinat terrible dans une galerie d'art excessivement bien filmé où là on a vraiment le geste de Bava, c'est ce qu'on a appelé le beau geste fangeux, où on a la rencontre entre le beau geste du peintre et puis à la fois effectivement la rencontre avec la fange qui va donner la mort. Donc c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est de voir qu'il arrive à se rencontrer, qu'il y a une espèce de connexion à cette époque-là, de créativité qui va vraiment vers l'avanceur. Et sans vouloir faire de polémique, ça a souvent été écrit à tort, que Fulci avait pompé Argento, etc. La scène avec le cygne qui survole soit des ruines, mais bon, les bâtiments déserts, on la retrouve après, dans une scène très inspirée dans Suspiria, lors de la mort du
pianiste aveugle, avec la caméra comme ça, caméra subjective, qui figure une espèce d'oiseau, on entend un aigle ou je ne sais quoi, un rapace, voilà. Donc ces films se répondaient, c'est pas du plagiat ou autre, ce sont des films qui exploraient, comme tu dis, des paysages mentaux, ou des paysages très proches on parlait de Chirico, le peintre. Ce sont des paysages qui s'enfuient, c'est-à-dire que comme là, dans le couloir, il y a une utilisation certaines focales permettent comme ça d'avoir l'impression de ne jamais pouvoir arriver au bout du couloir. Et on est dans un cauchemar. Et en quelques images, on est pris chez Bava, on voit ça chez Fulci, chez Argento, mais aussi chez Martino, dans tous ces films, parce qu'il y a quand même quelques scories. Mais là, ce qui est bien, comme tu dis, c'est de montrer que Fulci, c'est pas que la trilogie de l'horreur. Et le film précédent, Perversion Story, est aussi un dialogue machination et un sommet du genre. Et puis plus ça va, plus la caméra se rapproche du visage, des corps, donc on est vraiment on n'est plus du tout là dans une distance, on est véritablement sur les personnages, sur les blessures, parce que c'est quand même là, ce film-là, c'est vraiment un film sur la blessure aussi. Évidemment, il y a cette scène du meurtre, et puis il y a aussi la scène des chiens, enfin, ce ne sont pas des chiens, en fait, ce sont des coyotes, parce qu'il n'y a pas ils n'avaient pas trouvé de fourrure de chien, bien évidemment, donc du coup ils sont allés voir un fourreur et ils ont pu, à partir de coyotes, recréer cette scène de torture avec les chiens. Alors, ça, c'est vraiment l'aspect grotesque de Fulci qu'il a développé au fur et à mesure de sa carrière pour arriver justement sur toute sa période de l'horreur qui est extrêmement connue, qui commercialement lui a permis de gagner en notoriété dans le monde entier, pour le coup, parce qu'il est extrêmement connu dans tout le monde anglo-saxon, en Italie, en France, c'est comme ça qu'il a au Japon aussi, dans les pays du Nord aussi, en Suède, Norvège, vraiment. Et ce sont vraiment ces films-là, plus il a avancé en fait dans cette voie à la fois commerciale et puis dégoûtante, il a pu comme ça gagner en notoriété, c'est ça qui est vraiment surprenant. C'est vraiment l'aspect grotesque qu'il développe à chaque fois et il pousse le bouchon toujours un peu plus loin. Ce sont d'ailleurs les premières scènes gore dans un film de Fulci. Voilà, gore en anglais qui veut dire trip, c'est la première fois où on voit de la trip dans le rêve et les fameux coyotes, d'ailleurs pour lequel il y a Fulci qui avait commencé par des écoles de médecine en fait. Oui. Comme on va voir une séance de un peu de temps, je reprends un petit peu là. Non, je voulais rebondir sur votre livre qui existe déjà sur Alibaba. Vous êtes en train d'en préparer un sur Fulci. Quel sera votre terrain d'approche par rapport à celui-là que certains peuvent connaître? Je crois que ça s'appelle donc Les 9 vies de Fulci. Oui, c'est un titre provisoire. Alors c'est 9 vies parce que c'est 9 chapitres. Et on ne voulait pas ne parler justement que la trilogie de l'horreur, on parle de tout, y compris de certains films à la fin de sa carrière qui ne sont pas forcément très cotés, mais on trouve toujours des choses intéressantes à dire. Oui, et puis il y a aussi Fulci a fait plusieurs films qui sont en rapport avec les chats, il y a un aspect extrêmement félin chez Fulci qui va se développer, et notamment les gros plans sur les yeux qui vont arriver de plus en plus fortement dans son cinéma, donc vraiment le regard appuyé, et véritablement on peut aller vers ça, à la fois parler des comédies bien évidemment, parler des films d'horreur, parler des différents gialli, essayer de regrouper par thématique Fulci, ce qui n'est pas souvent le cas parce qu'en fait la plupart déjà la littérature anglo-saxonne sur Fulci s'attarde énormément sur toute cette période horrifique. Il y a des fans dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis c'est fou, dans des conventions il y a encore plein de t-shirts, des poupées, il y a tout un environnement autour de son œuvre horrifique qui est toujours très très présent. Et ce qu'on voudrait, c'est dépasser ça justement pour montrer toute la grande technicité, toute la relation aussi à la peinture, à l'art, parce que Fulci était extrêmement cultivé, il adorait la musique, il adorait la peinture, on a pu en parler en 2 secondes ici, et il y avait véritablement une implication très très forte vis-à-vis de l'art en général qui dépassait l'art cinématographique.
Donc on voudrait aller plutôt dans cette voie pour le livre. Et vous avez pu voir ses premiers films justement sur lesquels il a commencé sa carrière, à la fois les films musicaux et ceux du haut de comique. Oui, ils ont tous. On a vu tous les films là. On va travailler un documentaire sur la voile. Oui, donc on travaille sur toute l'œuvre de Fulci en fait justement pour aller au-delà de ce qui est en général analysé, ce sur quoi on travaille, et puis aussi remettre l'œuvre de Fulci par rapport au dialogue, par rapport aux œuvres, les œuvres horrifiques aussi qui fonctionnent pas uniquement en vase clos sur Fulci, mais qui fonctionnent aussi par rapport à d'autres œuvres, notamment celle de Romero par exemple. Enfin, ça s'inscrit dans une véritable lignée à la fois commerciale et puis aussi thématique, et Fulci n'est pas né ex nihilo comme semble à chaque fois l'affirmer les confrères anglo-saxons qui écrivent sur Fulci. Et pour conclure, parce que on a un peu de temps. Ouais. Juste, pour les gamers et les gameuses, on parlait de l'influence de Fulci dans le monde anglo-saxon et au Japon. Pour ceux qui connaissent Death Stranding, il y a un bonus caché à débloquer, c'est une compilation des musiques de films de Fulci. Voilà, à vous de la trouver. Moi, j'ai une question. Moi, je l'ai trouvé. J'ai une question bête. Si vous deviez choisir qu'un seul Fulci qui vous tient à cœur, en dehors de celui-là. Ah, je ne sais pas qui commence, et puis l'autre, il choisit un autre. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, avec ma génération, c'est le monsieur qu'on voyait dans les jaquettes, dans les vidéoclubs, des films d'horreur dont on parle tout le temps, L'au-delà, Frayeur. C'était Notte in Nero, moi je dirais L'Emmurée vivante. Hein. Parce que c'est un film qui est avant la trilogie de l'horreur, qui annonce, celui-là, La Lucertola, annonce L'Emmurée vivante et L'Éventreur de New York. Il fonctionnait beaucoup comme ça, c'est-à-dire que Manhattan Baby et La Maison près du cimetière, ça aurait pu être un seul film. Moi je dirais L'Emmurée vivante. Moi je pense que je dirais L'Éventreur de New York, qui est un film aussi qui répond à celui-là, déjà au travers de la mélodie justement qui exprime le tueur, qui rappelle à nouveau le maudit, qui fait aussi référence à la dégénérescence de New York, donc à la fin des années 70 et au début des années 80. Donc ça c'est quelque chose qui me touche personnellement, par le fait que je suis très attiré par les États-Unis, et de voir comment Fulci a réussi à s'emparer de ça, et comment le film répond au film maniaque de Miguel Lustig. Je trouve qu'il y a à ce niveau-là, il y a une richesse vraiment très dérangeante. Le film est très dur. Hein. Je trouve que c'est quand même un film qu'on ne voit pas tous les 4 matins, parce qu'il a une violence qui est assez terrible. Et puis là, on continue l'exploration du thème de la blessure chez Fulci, et on va assez loin quand même. Je trouve que pour ça, c'est vraiment un film qui est juste boutiste. Et en plus, c'est le champ du signe de Fulci, parce que pour nous, a priori, c'est plutôt le dernier grand film de Fulci. Après, ça va être quand même une œuvre beaucoup moins intéressante. Il y a des choses à trouver, il y a toujours des choses à trouver. Hein. Oui. On l'a vu là, quand on a écrit sur Michael Winner, parce que ses derniers films ne sont pas exceptionnels quand même. Il y a toujours des choses à trouver, mais il faut plus gratter, il faut parfois être un peu moins fan. Quoi. Donc voilà, pour conclure, c'est ça. Nos films préférés de Gusto Fulci, donc on vous invite aussi à écouter beaucoup plus des Morricone. Et le livre, il est prévu pour quand Le livre pour 2023, a priori avec des ressorties en Blu-ray enfin ça c'est sûr, même avec des films qui ne sont pas sortis en Blu-ray de Gusto Fulci, et puis aussi probablement un documentaire, donc normalement un gros coffret pour Noël 2023. Et ce sera au Chat qui fume. Voilà, dans la collection Nitrate, qui sera en vente avec ce coffret pour Noël et à. Alors je me tourne une pêche. Donc je vais poser une question pour l'un du violonadeur, sachant que vraiment pas tout va dans le commerce, c'est le roi est accusé au Chat qui fume. Je ne vais pas poser une question sur Fulci, je ne vais pas poser une question sur Morricone, je vais poser une question sur le film que vous avez tous vu. Et si vous aimez un petit peu le monde. Bon, il y a plein d'endroits qu'on identifie un petit peu, même si c'est très furtif des fois. Alors il y a ce grand décor magnifique victorien, désert, qui s'appelle Alexandra Palace, qui est au nord de Londres, qui
est vraiment excentré de Londres. Et au tout début, quand on va sur la scène de crime, il y a la voiture de police qui traverse plusieurs paysages typiquement londoniens. Il y a cette place avec les lions, une espèce d'obélix de colonne qui est Trafalgar Square. Et, attention, vous êtes prêts, tout le monde peut jouer. Vous avez tous la réponse que vous allez très vite. Le nom du pont. Vite. Comment? Vous avez gagné. C'est Tower Bridge. Ah, vous avez gagné avant? Merde, je vais être obligé de donner 2 DVD. Allez, je donne 2 DVD. Madame ici, monsieur ici. Non, voilà. Écoutez, je suis vraiment très content que vous soyez venu. En fait, je me suis trompé, vous n'êtes pas spécialiste de Fouchi, vous êtes spécialiste de Morricone. Non, mais c'était le but, et moi, je suis très content de vous avoir à mes côtés. Et juste quelques petites actualités, parce que voilà, j'ai toujours en tant que vous, Morricone. Je ne l'ai pas lancé la fois dernière, moi c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup continué ma passion pour le disque en le suivant en concert, même si c'était souvent compliqué hors de prix, hors de place. Son fils Andrea Morricone prépare une tournée l'année prochaine. Il y aura une date à Bercy le 6 décembre prochain, en hommage. Donc il était déjà aussi assez souvent à diriger ses dernières compositions et à prendre aussi un petit peu la main sur certains titres dont il composait la musique avec Bernard Doré. Ça, c'est une petite actualité. Donc voilà, c'est Noël et puis que vous avez des petits cadeaux à vous faire ici ou ailleurs. Il y a un très beau coffret qui vient de sortir autour du film Outrage de Palma, quand on avait passé en ouverture Les Incorruptibles. C'est chez Wildside, et c'est un coffret très très complet avec le film et aussi un livre autour du Philibert qui avait loué ce film. Récemment, il y a eu une édition du film Kemada, qui est un film très rare de Pontecorvo, avec une musique formidable. Et tout à l'heure, quand je parlais du deuxième coffret que prépare Stéphane Rouge, je pouvais déjà le précommander, il sera disponible à la vente au mois de janvier. Et à l'intérieur, c'est vraiment passionnant et fabuleux quand on est Morricone, parce qu'il y a plein de réalisateurs dont on n'avait plus trace de leur collaboration. Il y aura le Franck de Polanski, il y aura La Moisson du ciel de Malik, vous avez des films de Pasolini, vous aurez aussi L'Hérétique de Bourman, des films de Philippe Labro, de Boisset. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes passionné de Morricone, à vous procurer cet objet. Et puis, Romain et sur Mariola. Et c'est vrai que c'est un peu le trio, en fait, Baba, le père, Jean-Michel, puis les héritiers proches, Fouchi et Argento. J'espère que ce cinéma de chambre vous aura plu. On en fera d'autres dans les prochaines séances. On vous rappelle, la prochaine fois, ce sera 100 000 par an de Philippe Labro. En février, John Bourman et l'Hérétique. Et ensuite, Christian Carillon, un film français, parce qu'il y a beaucoup de avec des Français, pour en remettre ce qu'il peut faire. Je vous remercie beaucoup. Je remercie l'équipe du Maximum qui l'épaule depuis 7 ans. Et Elise qui vous accueille pour le petit déjeuner, tout ça, qui s'occupe de la communication avec moi. Merci beaucoup d'être venu et passez de bonnes nuits. Venez chercher vos lots. On se retrouve là. Merci. Ah oui, il y a West Side Story qui va chanter dans ce jeu.